Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, je vous remercie parce que je sais que pour tous ça a été un petit effort d'arriver ce matin. Je sais que la première connexion est un peu lourde. Pour présenter rapidement ce que sont les voyages à travers le sens, eh bien le but c'est d'être autant de parents que d'enfants qui se réunissent tous les mercredis à 10h30 pour utiliser les moyens que connaissent très bien nos enfants, qui sont la 3D, qui sont les avatars, qui sont un monde auquel nous sommes étrangers. C'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal ce matin à se connecter, mais que eux connaissent parfaitement, auxquels ils s'habituent facilement, et utiliser leurs outils pour leur transmettre une culture qui manque quelquefois, notamment à l'école. Et donc, comment apprendre à regarder, comment apprendre à découvrir, comment apprendre à respecter l'autre, à être plus vigilant, etc. Voilà, donc il va y avoir 12 séances. La première, celle d'aujourd'hui, commence par une visite de Versailles un petit peu originale, avec une vidéo qui dure 20 minutes. Et à la suite de cette vidéo, je vais vous proposer de faire des exercices. Nous aurons entre-temps eu une phase de questions, donc si vous avez des questions à poser sur la vidéo, sur Versailles. Et enfin, nous aurons un petit QCM de contrôle de connaissances, de façon à ce que, à la fin de l'été, nous ayons tous vraiment fait un pas en avant dans la vie. Alors, je vous invite pour regarder la vidéo à donc vous connecter sur l'écran et au top, de façon à ce que nous démarrions tous ensemble, vous cliquez sur la petite flèche à gauche de démarrage de la vidéo. Comme ça, on sera tous synchronisés puisqu'en fait, c'est chacun qui va regarder sa propre vidéo sur l'écran. D'accord? Vous pouvez en bas à droite également agrandir l'écran pour la voir en plein écran, et puis à la fin de la vidéo, quand on aura terminé, vous pourrez revenir dans cette salle. Est-ce que c'est bien clair et compris pour tout le monde? Avez-vous des questions? Pour voir l'écran s'afficher, il y a marqué « Cliquez ici pour afficher » sur la petite main, c'est ça? Oui, oui. D'accord, oui. ok. Voilà, c'est parti. C'est parti? Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que nous sommes sur Terre? Pour quel objectif sommes-nous là? Vous savez, pourquoi on peut l'écrire de deux manières? On peut l'écrire en un seul mot, P-O-U-R-Q-O-I, ou bien pourquoi? Dans quel but? Moi j'ai deux fois. Eh bien, nous allons essayer avec cette promenade. Tu as dû le démarrer deux fois. De comprendre pourquoi nous allons essayer ici avec cette promenade. C'était à moi. Et gros. De ce passage entre notre naissance et ce qui nous ramènera dans l'origine de l'endroit d'où nous venons. Pourquoi commencer notre visite par la pièce d'eau de Neptune? Si Louis XIV commençait sa visite avec le potager du roi et descendait donc sur la gauche quand on a le château dans le dos, eh bien nous commençons par la droite. Louis XIV est le seul à avoir décrit les visites des jardins de Versailles tels que le nôtre les a composés. Le nôtre était jardiniste. Le jardiniste, c'est celui qui conçoit le jardin pour lui conférer une compréhension, pour qu'il dise quelque chose. Le but du parc de Versailles, c'est de nous transmettre un message, le message de la vie, le message du sens, le message de la raison d'être. Le nôtre était dyslexique, c'est-à-dire qu'il ne nous a laissé aucun écrit, ou presque, aucun dessin, ou presque. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec son esprit, avec son intelligence, avec son intuition. Il sentait les choses.
Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des éléments de la visite de Versailles consistent à nous faire comprendre qu'en fait, c'est en ressentant les choses que l'on trouvera la meilleure solution à toutes les questions que nous nous posons. Les marmoussets, ce sont ces petits anges, ces petits enfants que nous connaissons, qu'on appelle aussi des amours. L'allée des eaux est bordée de marmoussets. Ces marmoussets sont posés sur de la pierre. La signification de cela, c'est que de l'origine des temps, l'humain est né du minéral. Ces petits enfants, pour l'instant, ils ont les pieds figés dans la terre. Et si vous regardez le petit nœud qu'il y a ici, autour du ventre de l'enfant, eh bien, il est au niveau du 3e chakra. Et si vous continuez, vous allez vous apercevoir qu'il est au niveau maintenant du 4e chakra. Et en montant encore au 5e chakra, celui du plexus. Nous sommes en train de découvrir ici que nous avons une condition de ressenti. Regardez ces enfants. Le premier a la bouche fermée, le deuxième a la bouche ouverte. Il parle, il s'exprime, peut-être même qu'il chante. Les marmoussets nous rappellent notre condition humaine. De la condition minérale, nous avons évolué vers la condition animale. Nous, les hommes, nous sommes aussi des animaux, nous sommes des mammifères. Et donc, le nôtre ici nous indique cette évolution avec ces petits enfants satyres dont le bas du corps est constitué de pattes de chevreau. Et puis, cette condition, elle va encore évoluer vers une condition humaine où nous avons notre constitution complète d'enfants, nus d'abord. Alors la nudité, elle est représentée ici par des feuilles de vigne ou de lierre, suivant les cas. Et puis le nôtre va nous montrer qu'en fait, nous avons des sens. Ici, la musique, avec la flûte de Pan. Ici, la flûte normale. Nous soufflons dans une flûte normale. Elle est absente des mains de cet angelot. Et puis, vous allez voir que nous allons même bientôt danser et apprendre à nous servir de notre corps, à comprendre et à observer. Ce que nous conseille André Le Nôtre, c'est de prendre conscience de notre corps, de prendre conscience, de réaliser ce que nous sommes, comprendre ce dont nous avons besoin, ce qui va nous nourrir. Donc, la première observation, c'est que pour vivre, il faut se nourrir. Et pour se nourrir, il faut aller pêcher et il faut chasser. Nos marmoussets sont devenus de grands enfants, de plus grands enfants, qui chassent pour se nourrir. Quand on chasse, il faut être observateur, mais il faut être prudent également. Donc, nous apprenons aussi ici la prudence, la peur, le refus ou l'acceptation. Regardez cet enfant, ce marmousset qui s'inquiète de ce qu'il voit. Et cet autre qui regarde de près, et cet autre qui les retient tous les deux pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Regarde, observe l'oiseau, ressens-le, comprends-le, respecte-le. Regarde comme le monde est beau. Regarde aussi que tout n'est pas facile. Sois observateur. Découvre et comprends la sagesse.
En remontant l'allée des eaux, nous observons des taupières. Les taupières, ce sont ces arbres taillés. Ce sont des ifs en boule, en cloche, en pointe. Nous les appelons des taupières. L'art taupière consiste à donner une forme symbolique à un arbre pour qu'il nous ramène à d'autres idées, à d'autres réflexions. Vous voyez que les marmoussets ici commencent à être habillés. Ils étaient nus et maintenant, voilà qu'ils deviennent civilisés. On va cacher la nudité de chacun d'entre eux. Petit à petit, c'est notre réalité. Nous atteignons la fontaine de la pyramide. Laissez-moi vous décrire la fontaine de la pyramide et tout ce qu'elle suggère de la vie sur Terre. Ici, tout est résumé. Dessinée par Lebrun et sculptée par Girardon, la fontaine de la pyramide exprime les 4 niveaux de la création dans laquelle nous évoluons. En effet, comment se connaître soi-même si l'on ne prend pas la peine d'observer et de comprendre le monde qui est immédiatement autour de nous et qui nous entoure? Qu'est-ce qui nous alimente? Qu'est-ce qui alimente nos énergies? Dans la symbolique des nombres, le 4, appelé carré matière, représente la Terre. La fontaine de la pyramide présente des tritons à queue double. Les tritons, ce sont ces personnages que vous avez tout en bas au bord de l'eau. Le triton est à l'eau ce que la salamandre est au feu. La salamandre, vous savez, c'est ces petits lézards noirs et jaunes dont on dit qu'il peut traverser le feu. C'était l'emblème de François Ier. Mais revenons à la fontaine de la pyramide. Dans la mythologie, le triton est un hybride composé comme une sirène du haut d'un corps humain et dans sa partie inférieure d'une queue de poisson. Les 4 tritons de la fontaine de la pyramide ont des queues doubles. C'est une manière d'annoncer que l'homme de désir, celui qui s'imprègne de la création, passera de la matière, le nombre 4, à son complément naturel, la spiritualité, le nombre 8. Le 8 se dessine avec 2 cercles disposés en miroir. La lumière se reflète. Le 8 symbolise l'amour cosmique, l'amour du ciel, l'amour total, l'amour parfait, l'amour inconditionnel qu'il convient bien entendu de différencier des autres amours, Eros et Agapé. Le second étage de la pyramide représente des dauphins. Ce mammifère symbolise des états intermédiaires que l'homme doit traverser pour atteindre le niveau des dauphins. Pourquoi a-t-on placé des écrevisses à ce 3e niveau? Voilà qui est bien étonnant, des écrevisses. La réponse se trouve chez les peintres au siècle d'or néerlandais. Effectivement, chez les calvinistes, la représentation de Dieu est interdite, elle est proscrite. Les peintres n'ayant donc pas le droit de représenter le divin vont utiliser l'écrevisse pour représenter Dieu. C'est un code tout à fait dans l'ordre de la symbolique. En partant de l'eau qui donne la vie et en utilisant respectueusement la terre avec le souci de nous élever spirituellement, c'est-à-dire dans notre tête, mieux qu'intellectuellement, parce que la spiritualité, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est penser en réfléchissant à notre raison d'être. Revenons sur la question des écrevisses. Que viennent-elles faire ici? En fait, l'écrevisse est un animal qui se cache dans les trous profonds et qui vit dans l'eau douce. Ce qui veut dire que nous devons désormais quitter le monde des océans que nous avons connu tout en bas dans le bassin de Neptune pour remonter vers la source
qui est ce Graal, qui est cette quête, ce vase merveilleux de la raison de vivre. Un calice de la vie, situé au 4e niveau de la fontaine, et enfin à notre portée. Que signifie cet indice? Tout simplement que Dieu est énergie. Il est en nous. Nous sommes tous là. La fontaine de la pyramide se reflète dans l'eau du bassin. C'est pour nous rappeler que ce qui est en haut est identique à ce qui est en bas. Tout ce qui est minusculement petit est exactement identique à ce qui est immensément grand. Nos atomes et la façon dont ils fonctionnent peuvent être comparés au système des étoiles du ciel. En jetant un regard autour de la fontaine, nous observons la réalité concrète de la Terre, dont chacun de nous est un élément constitutif. Le nôtre dispose 24 statues autour du château, toutes distinctives de ce qu'est la vie sur Terre. Nous avons donc à chaque fois 4 statues qui représentent les 4 éléments. 4 autres représentent les continents. 4 autres représentent les tempéraments d'Hippocrate. Ces derniers les organisent dans une géométrie parfaitement distincte, de la chaleur au lymphatique, au bileux et au mélancolique. Au pied du phlegmatique, vous trouverez une tortue. Dans toutes les civilisations du monde, la tortue représente le carré de ses 4 pattes, donc la matière, surmontée de la coupole du ciel. Le ciel et la terre sont réunis dans un seul animal, la tortue. Voici l'Asie. Dans la série de 4 des arts, nous avons ici le poème satirique. 4 saisons. Voici l'hiver. Vous voyez que l'hiver, comme les autres statues, se trouve dans une alcôve. Voici l'été avec son attribut, non plus de feu, mais de blé. C'est la récolte. Le blé va permettre de faire la farine et le pain qui va nous nourrir. Devinerez-vous la saison que représente cet homme? Oui, bien sûr, la récolte du vin, c'est à l'automne. Voici l'automne du parterre de Versailles. Je vous présente la terre avec ses attributs. La terre est féminine, elle est mère, elle porte l'abondance des fruits, elle porte les animaux dont nous avons bien entendu la représentation du roi. Le roi des animaux, c'est le lion. Nous sommes toujours dans la découverte de la vie sur Terre. Sur Terre, il y a le jour, mais il y a aussi la nuit. Je vous présente la nuit, avec ses étoiles dans la main, et puis à son pied, quel est l'animal symbolique de la nuit qui nous tourne le dos? La chouette, le hibou, animal nocturne qui voit le jour comme la nuit. Dans les 4 grandes heures du jour, nous avons à gauche le soir et Diane la chasseresse, et à droite l'heure de midi. Tout mérite notre regard, tout mérite notre admiration, notre compréhension. Pourquoi y a-t-il 4 heures dans une journée? Pourquoi vivons-nous sur une planète avec 4 continents? Pourquoi avons-nous la chance de vivre 4 saisons, de vivre 4 arts principaux? Voilà ce que nous enseigne en ce début de visite du parc de Versailles
le regard, l'idée de chercher le détail à découvrir pour notre émerveillement. Je vous présente l'Europe parmi les continents. Voici l'Amérique avec son Indien et son alligator. Voici le continent africain, l'Afrique avec ses lions. Et puis ce chapeau d'éléphant, le corbeau, c'est l'animal le plus intelligent que nous connaissions, avec peut-être le dauphin. Lorsque nous savons observer la beauté du monde qui nous entoure, regardez-les comme ils ont l'air heureux et riches. Cérès et ses angelots, ils sont émerveillés par la lumière du soleil, émerveillés par la richesse du blé, des fleurs, de la beauté, de la récolte de toutes choses. Apprenons tous à récolter la beauté du monde. La beauté, nous pouvons l'utiliser pour nous nourrir, mais il nous est même donné d'en profiter juste pour ce qu'elle est. La beauté est gratuite. La beauté est une merveille. La plus grande des beautés, c'est celle de la terre, c'est nous-mêmes. Maintenant que nous avons cheminé et observé la réalité matérielle qui nous entoure, je vous emmène dans une allée un peu plus sombre qui va nous faire découvrir le principal, car le principal est très souvent caché. Ébloui par la lumière, ébloui par la beauté du monde, je vous emmène maintenant sur un autre chemin, un peu plus sombre, pour aller faire la découverte des découvertes. Le nôtre a conçu tous ces bosquets, toutes ces organisations pour nous présenter la vie qui nous anime, la vie qui nous entoure. Nous sommes dans l'objectivité. Mais qu'y a-t-il au bout de ce chemin? Au bout de ce chemin, Encelade, c'est ce que vous voyez, cet or qui sort des cratères et du volcan. Regardez ce porche qui nous accueille. Qu'y a-t-il dans ce cercle mystérieux? Qu'y a-t-il au centre de ce cercle mystérieux? Quel est cet homme qui sort du volcan, qui semble souffrir, mystérieux? Contre quoi se bat-il? Je vous présente la fontaine d'Encelade. Nous voici arrivés au terme d'une première partie de notre voyage, celui de la vie. Nous avons fait la connaissance du monde, nous avons fait la connaissance de notre inconscient. En tout cas, nous avons réalisé qu'il existait et nous voici arrivés sur le bassin d'Apollon. Rembrissant de puissance, Apollon a attelé ses chevaux. Et tous ici sont en train de gagner, de sonner de manière tonitruante avec leur trompe le bonheur de l'homme qui a compris sa raison d'être, qui va pouvoir la partager avec son entourage, avec son environnement. L'homme devient puissant quand il est conscient de ce qu'il est et de ce qu'il peut réaliser avec les autres. Quand il a compris qu'il s'est incarné sur Terre pour lui-même. Car ici, nous sommes vraiment à l'apogée de la porte de Socrate et de Platon surtout. Nous sommes ici au sommet de la pensée platonicienne où finalement tu connaîtras l'univers des dieux, c'est-à-dire tu connaîtras toutes les énergies et la raison d'être de ce monde d'énergie dans lequel nous sommes, lorsque tu auras compris qu'en fait nous sommes le monde, nous le créons tel que nous le voyons, nous le vivons dans notre cœur et dans notre âme lorsque nous réalisons
que nous sommes sur Terre, que nous sommes nés. Car c'est nous qui sommes nés. Et c'est nous qui finalement mourrons un jour. C'est nous qui pourrons regarder ce que nous avons réalisé sur Terre pendant notre passage. Ce n'est pas triste la mort, c'est juste comprendre que nous sommes venus faire la découverte d'un monde de finitude. C'est-à-dire que tout a un début, tout a une fin, et c'est à nous de nous habituer à ce début et à cette fin. On commence l'école, on finit l'école. On commence le week-end, on finit le week-end. On commence un livre, on finit un livre. Tout a un début et une fin. Et dès que vous accepterez, comme je l'ai fait, l'idée que tout a un début et une fin, vous connaîtrez un bonheur que je vous laisse admirer ici. Entre le ciel et la terre, au son de la musique des hommes et de la terre, au son de l'eau qui nous constitue à 99,9% de notre corps. Continuons notre voyage dans la géométrie sacrée en développant cette connaissance à la fois matérielle, intellectuelle et spirituelle, celle de l'esprit. Si l'esprit rejoint le corps, nous sommes heureux parce que nous pouvons nous développer individuellement, nous-mêmes, et puis avec les autres. Et c'est le cœur de ce que je vais vous apprendre avec ces ateliers sur la géométrie sacrée pour tous, comme base de tout ce qui existe autour de nous et comme base d'ailleurs de tout ce qui a été créé par l'homme en termes de philosophie, en termes de religion depuis des milliers d'années. Car la géométrie sacrée, c'est la base des religions et des philosophies. C'est la base de notre vie. C'est ce qui nous permet de comprendre que la matière et l'esprit ne sont qu'un. C'est ce qui nous permet d'être équilibrés et heureux entre enfants, entre adolescents, entre adultes. Alors, retrouvons-nous et commençons notre travail. À bientôt. Alors, est-ce que ça vous a plu? Je voudrais maintenant vous remercier et vous demander quelles sont les questions que vous avez à me poser sur cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a éveillé? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Moi, tout m'a intéressé. Je ne connaissais rien. Ça fait très longtemps que je suis même allée dans le jardin de Versailles. J'ai tout découvert et je me suis régalée. Et est-ce que tu imaginais qu'il y avait autant de profondeur et de recherche derrière chaque objet, derrière chaque alignement? Mais jamais de la vie. Non, rien. J'ai tout appris. J'ai tout. C'est une vraie méthode en fait. Tout est pensé pour nous mettre en harmonie et nous faire comprendre ce que nous sommes venus faire sur Terre. Le Versailles est vraiment une première dans l'humanité d'exercice pour, de manière subtile, éveiller nos sens, les cinq sens évidemment, mais à commencer par la vue, et nous permettre, grâce à cet éveil, à comprendre qui nous sommes. Et chaque élément, chaque alignement, chaque référence à la mythologie ou au symbolisme est réfléchi et pensé par rapport à son entourage. Par exemple, si je vous dis qu'Encelade, c'est un tout petit satellite qui se trouve à proximité de Saturne, et qu'en fait, Encelade, c'est une planète qui crache de l'eau gelée. Et en fait, c'est cette eau gelée qui sort comme un volcan de cette planète Encelade qui crée les anneaux de Saturne.
Et donc, si vous regardez la mythologie et si vous comprenez qu'en fait, on a découvert seulement récemment que c'est Encelade qui crée les anneaux de Saturne et que c'est de l'eau et que nous sommes constitués à 99,999999% de molécules d'eau, vous vous apercevez quand même que tout ça n'est pas le fruit du hasard et qu'il y a vraiment un nombre incalculable de logiques qui nous permettent de comprendre pourquoi nous sommes là et quelle est notre raison d'être sur Terre et la raison de notre vie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions, tout est clair. Vous avez envie d'y retourner? Et vous savez qu'on a fait que la moitié du tour là du parc de Versailles. Comme je l'indiquais au début de la vidéo, la prochaine fois d'ailleurs nous parlerons de la statue de Mnémosyne que vous avez vue au début de la vidéo. Et cette statue, elle est étonnante parce que c'est le départ de la visite selon le nôtre, et c'est la fin de la visite qui est, quand elle est faite, est décrite et telle qu'elle a été écrite de la main de Louis XIV. Pourquoi? Parce que pour des raisons politiques tout simplement. C'est que le nôtre commence la visite et crée le jardin en partant de la mémoire universelle, de l'origine des temps. Tandis que Louis XIV est obligé de faire référence à l'Église qui est très puissante à l'époque, et donc il dit voilà, regardez comme la terre est belle, j'ai un beau potager, et c'est grâce à Dieu que j'ai un beau potager et que j'ai des beaux légumes dans mon potager. Et en fait, on part de la fin, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus superficiel et de ce qu'il y a de plus observable à court terme avec le potager, les plaisirs de la vie, on remonte et on va jusqu'au Grand Canal et ensuite on revient vers ce que nous avons visité aujourd'hui à l'envers, c'est-à-dire qu'à la fin on dit et à l'origine, voilà, il y a Mnémosyne, il y a les mémoires universelles, il y a les Poutis qui ont découvert qu'il y avait des moyens, qu'il y avait des manières, peut-être une origine naturelle avec ces petites pattes de pierre, enfin ces pieds de pierre et ces pattes de chevreau, mais ça n'est pas mis en avant. Alors que la visite que je vous ai faite, elle est vraiment orientée sur ce que voulait le nôtre, c'est-à-dire on part de la mémoire universelle et on avance vers le subtil, vers l'esprit, vers l'intelligence et vers la prise de conscience du fait que nous avons aussi un inconscient et qu'il y a donc quelque chose derrière nous qui est insaisissable, impalpable, mais en même temps qui nous guide. Alors pour faire le lien justement, ce que je vous propose c'est de vous tourner sur votre droite et de regarder ce mandala. L'origine des mandalas est plutôt orientale, mais il y en avait aussi chez les Celtes et les Ligures. Le principe du mandala, en tout cas en Orient, et celui que vous avez sous les yeux est particulièrement beau, c'est qu'il est fait avec du sable de couleur. Donc on fait un premier dessin, les moines se mettent à genoux et font un dessin avec des sables de couleur. Et puis ça dure, chaque dessin ça dure un jour, 2 jours, et puis quand on a fini un dessin, eh bien on en refait un par-dessus en coulant à nouveau du sable d'autres couleurs avec un autre dessin. Vous imaginez? Et comme ça, ils peuvent aller jusqu'à faire 15 cm d'épaisseur, c'est-à-dire qu'il y a 3, 4, 5, 6 dessins les uns par-dessus les autres. Quel est l'objectif de cela? C'est tout simplement de travailler notre vacuité, c'est-à-dire comment faire le vide en moi-même pour me connecter aux mondes invisibles à travers ce dessin. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le monde invisible et le dessin, la forme et le média du sens. Et donc quand les moines ont passé plusieurs jours, semaines, mois à créer des mandalas en sable, les uns par-dessus les autres, sans parler, sans rien dire, juste en posant délicatement chaque dessin et chaque grain de sable, j'allais dire, eh bien on prend les 4 coins du tissu qui est sous le mandala de sable, on le ferme, donc tout se mélange dans un énorme paquet qu'on accroche à une barre de bois, qu'on va porter sur les épaules à plusieurs moines le long de la rivière. On descend la rivière et à un moment,
eh bien, on vide le sable dans la rivière et de tout le dessin et toutes les pensées et toutes les connexions qu'ont eu les moines en faisant ce dessin magnifique repartent à la nature, dans la matière et dans la mer. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant 1 minute de regarder ce mandala, tel que vous le voyez, de faire le vide en vous. Et lorsque vous aurez fait le vide en vous, je viendrai vous faire quelque chose d'autre. Donc, vous regardez le mandala, vous vous en imprégnez, les yeux ouverts ou les yeux fermés, et vous faites le silence en vous. Vous pouvez vous lever, bien entendu. Je vous suggère même de vous lever. Observez ce que vous voyez. En masse. Il y a tous les noms devant. Devant le mandala, moi je dis tous les noms, j'arrive pas à bien voir le mandala. Pour faire alt-clic pour zoomer, faire alt-clic pour zoomer sur le mandala et avec contrôle vous pouvez monter la caméra. Alt-clic, contrôle. Pierre-Yves suggère de mettre la souris sur le mandala et vous faites alt-clic pour avoir le mandala en plein écran. Voilà, essayez de vous imprégner de cette image, oubliez la technique, laissez juste l'image pénétrer en vous pendant quelques secondes encore. Ressentez bien l'énergie de cette image et quand vous le voudrez, vous avez vu que derrière le canapé, il y a au sol des grands cercles blancs. Allez vous placer dans le cercle blanc que vous voulez. Placez-vous dans le cercle blanc, toujours en pensant au mandala. Vous allez vous mettre debout sur un des cercles. Est-ce que tout le monde s'est placé? Non, il y a encore des amis dans le canapé. Anouchka? Ah. Donc en bas à gauche, il y a un bouton où il y a marqué se lever. Ça vous permet de se lever, vous déplacer avec les flèches. Voilà, donc chacun s'est mis sur un cercle. Ah, Anouchka arrive. Faut que tu te laisses lever. Faut que tu te lèves. Voilà Anouchka. Anouchka, tu choisis le cercle qui te convient. Voilà. Et donc maintenant, on va demander à notre ami Pierre-Yves d'afficher ce à quoi correspond chacun de ces cercles par rapport à votre pensée, par rapport à votre méditation devant le mandala. D'accord. Voilà. Donc vous voyez que certains sont tombés sur... Moi je suis tombé sur la gentillesse, l'honnêteté, la générosité, la confiance en soi, la faisabilité. Voilà, et donc c'est une manière de vous ramener à cette fameuse fontaine d'Encelade qui est tout simplement d'aller se reconnecter. Alors je ne sais pas si c'est avec notre inconscient, c'est en tout cas avec notre subconscient. Ces mandalas ont pour but justement de nous aider par la matière à reconnecter avec tout ce qui est subtil et qui nous permet de faciliter notre vie et de nous rapprocher les uns des autres par les relations qui nous relient, puisque vous avez bien compris que l'honnêteté, la générosité, la modération, la confiance en soi sont des éléments qui doivent être travaillés chez chacun pour améliorer ses relations à l'autre.
Et maintenant, on va faire le même exercice qui consiste à vous laisser choisir la couleur qui vous inspire à la suite de ce qu'on vient de faire avec le mandala. Je vais vous dire à quoi correspondent chacune de ces couleurs. Voilà. Alors, qui est sur le rouge? Il n'y a personne sur le rouge. Sur le rose, c'est un sentiment d'amour, d'intuition et de féminité, de relation féminine. Alors, la relation féminine, sachez que à l'origine, c'est le féminin qui existe en premier et c'est le masculin qui est issu du féminin. Donc la féminité, en fait, c'est la Pachamama chez les Péruviens, c'est la terre-mère, c'est Marie, c'est l'énergie, c'est la polarité négative. Ensuite, nous avons Sophia, elle est sur l'orange. C'est la créativité, la transformation et la conscience de soi. C'est l'intuition. Nous avons le jaune, c'est l'apprentissage, la sagesse, le rire et le bonheur. Et sur le vert, je sais pas, je crois que Véronique, elle est pas très loin du vert, mais elle est peut-être sortie. Véronique, tu n'es pas... Tu es sur le quoi? Le bleu turquoise. Le bleu turquoise, c'est la guérison émotionnelle, c'est la paix intérieure et c'est la méditation. Hey. Voilà. Le violet. Et le violet, c'est tout ce qui concerne la spiritualité. C'est vraiment la connexion avec le monde d'en haut, pourrait-on dire dans le langage commun. La spiritualité étant une vraie conscience du fait que nous sommes dans un monde fini par rapport à des mondes extérieurs qui sont des mondes infinis. Et donc c'est l'acceptation, à mon sens en tout cas, c'est l'acceptation du fait que tout ce qui se termine n'est pas ennuyeux, mais la spiritualité, c'est accepter finalement que les choses s'arrêtent et que tout ne soit pas toujours indéfini. Donc c'est accepter qu'on soit dimanche soir et que le week-end soit fini et pas en prendre ombrage. C'est accepter de ne plus avoir d'argent alors qu'on avait le porte-monnaie plein la veille. C'est accepter qu'une histoire se termine pour qu'une autre recommence. La spiritualité, c'est vivre en acceptant que dans le monde dans lequel nous sommes, on est probablement venu apprendre ce qu'on appelle la finitude, c'est-à-dire que les choses s'arrêtent pour recommencer autre chose. Et on ne peut pas trouver de bonheur si on n'accepte pas ce principe-là, parce que sinon, on est toujours malheur, parce qu'il manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui est trop court. Voilà, c'est un secret du bonheur qu'on va approfondir dans une prochaine séance. Donc là, nous arrivons à la fin de notre première réunion des voyages du sens. Le sens, c'est la raison d'être, c'est pourquoi je suis là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moins pourquoi la raison historique que dans quel but est-ce que je suis là. Et ce que je viens de vous dire sur la spiritualité, eh bien, vous voyez que ça n'a rien à voir avec des concepts religieux. C'est juste accepter que les choses peuvent finir. Donc les vacances pour l'instant commencent. Eh bien, acceptons qu'elles auront une durée et qu'on y trouvera beaucoup de plaisir et de bonheur. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, nous allons nous dire au revoir à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous d'être venus et surtout parlez de ce que nous faisons si vous y trouvez un intérêt. Le jardinier en chef d'Exupéry, émission pour la lutte. Ça, c'est une des toutes. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine. Aux articulations. Alors écoutez-moi.